Goedemorgen allemaal. Welkom op ons webinar met als titel een actieonderzoek naar problematische praktijken en of mechanismen van politieselectiviteit. Bonjour et soyez la bienvenue à notre webinar qui porte comme titre une recherche-action sur les pratiques et ou mécanismes problématiques de selectivité policière. Mijn naam is Paul van Tielen, ik ben gepensioneerd hoofdcommissaris en ik mag vandaag uw moderator zijn. Le thème du profilage ethnique est très actuel, surtout après la mort de George Floyd aux États-Unis le 25 mai. Des manifestations ont été organisées partout dans le monde, notamment à Bruxelles le 7 juin, et les médias ont publié plusieurs débats et différents articles d'opinion concernant le racisme dans la société et la violence policière. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme et 5 autres organisations ont lancé la campagne intitulée Pas normal, le 10 juin contre le profilage ethnique policier. De ervaring van de zone Mechelen-Willebroek om het waarom van politionele identiteitscontroles op eigen initiatief te registreren, kreeg volle aandacht. Hoog tijd dus om het resultaat van een diepgaander recent wetenschappelijk onderzoek desbetreffend te openbaren. Het kan het debat alleen maar verrijken en alleszins het sloganesk en soms polariserend karakter ervan overstijgen. Ik wil voor eerst namens de 3 partners van het project een woord van dank richten tot het CEP, een grand merci au Centre d'études sur la police, en ook een dank aan het Centrum voor Politiestudies CPS om dit webinar samen met deze 3 partners te organiseren. Wie zijn de 3 partners? Dat is allereerst als initiatiefnemer de politiezone Brussel-Noord. Dat is de zone verantwoordelijk voor de basispolitiezorg in de Brusselse gemeentes Sint-Joost-ten-Noorden, Schaarbeek en Everen. Een territorium gekenmerkt door een sterke diversiteit en multiculturaliteit en een politiekorps met een voorbeeldige reputatie op het gebied van het ontwikkelen van optimale relatie tussen politie en publiek. Deze zone kwam, ik zou zeggen, in tempore non suspecto op het idee, inmiddels 3 jaar geleden, om een wetenschappelijk onderzoek te wijden aan de problematiek van het etnisch profileren. Het korps startte niet vanuit een probleemsituatie, nog vanuit een incident, maar wou proactief iets doen aan de problematiek die ze zelf moeilijk kon inschatten. Het ging desbetreffend te raden bij UNIA. UNIA, intéressé par le sujet, a accepté cette collaboration et est donc devenu le 2e partenaire de ce projet. En fait, UNIA a bien voulu être le financier. La recherche scientifique a concrètement été effectuée par l'Institut de criminalistique et de criminologie, l'INCC, qui est devenu le 3e partenaire. Depuis le début de mon introduction, j'ai utilisé à 3 reprises le terme profilage ethnique. Pourtant, le titre du webinaire est la sélectivité policière problématique. Il ne s'agit pas que de synonymes. Les partenaires vous expliqueront pourquoi et comment le projet a évolué du premier au 2e concept. Mais ce qui est surtout important de savoir, c'est ce que veut dire cette sélectivité policière. Laat ons even stilstaan bij de term politieselectiviteit. Het is een raar woord, zeker in het Nederlands. Misschien deed het u eerst denken aan recrutering en selectie, maar dat is het niet. De dikke vandaal brengt ons niet verder. Als je het opzoekt op Google, dan komen we stevast terecht bij UNIA of bij INCC. Dus is het kennelijk een neologisme, een nieuw woord van onze partners. Wat bedoelen ze ermee? Weer bepaalt het kader van deze studie. Als ik het in mijn eigen woorden zou mogen zeggen, het gaat over de manoeuvreruimte, de discretionaire macht, waarover de politieinspecteur meer bepaalt van interventie op het terrein beschikt. En résumé, la sélectivité policière traite donc de la marge de manœuvre dont dispose le policier du terrain qui lui permet de décider d'intervenir ou non, et surtout de quelle façon. La matinée se présente comme suite. En premier lieu, les 3 partenaires vous expliqueront pour quelles raisons ils ont voulu se lancer dans ce projet. Le pourquoi donc de la recherche. Après, la chercheuse va vous présenter la méthodologie et surtout les résultats de son étude. Ensuite, un inspecteur de police d'intervention, une policière du terrain, qui a participé à la recherche, prendra la parole. Puis le chef de corps de la police locale Bruxelles-Nord. À eux deux, ils vous expliqueront ce que la recherche leur a apporté à eux. Quelles leçons ont-ils tirées de cette étude? Le directeur d'UNIA sera le dernier à prendre la parole pour répondre à la question que signifie cette étude pour UNIA et quelles réflexions et recommandations lui semblent pertinentes pour le futur de la zone. Theo, à toi. Dank u wel. Goedemorgen.
Waarom dit onderzoek? Wel, dat is eigenlijk gewoon een logisch vervolg van alle initiatieven die we al genomen hebben in het kader van ons diversiteitsbeleid. En alles begint al in 2002 bij de inplaatstelling van de structuur, van de nieuwe structuur van de PZ Bruno. Onmiddellijk hebben wij gezegd, kijk, wij werken hier op een zeer multiculturele samenleving. Om de voormalige burgemeester van Sint-Joost aan te halen, meneer Demany, die zei, als ik vader moest zijn van alle Belgo-Belgen, dan was ik burgemeester van 7% van mijn bevolking. 93% van de mensen, van de bewoners van Sint-Joost en la Schaarbeek heeft een migratieachtergrond. Merci Théo. Alors, pour UNIA, la police est un acteur important à 3 niveaux. D'une part, dans le cadre de l'application des législations contre le racisme et contre les discriminations, dans leurs aspects pénaux, la police est un acteur important puisqu'ils ont des pouvoirs d'investigation, de recherche que nous n'avons pas. Et lorsqu'il s'agit de lutter contre des crimes, des délits de haine, des discours de haine ou d'autres volets pénals de la législation, nous devons travailler avec la police. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été adoptée une circulaire du procureur général qu'on appelle la COL 13-2013. La police est un acteur important pour une deuxième raison, parce que les services de police doivent, à nos yeux, faire un travail, et c'est une des recommandations qu'on formule, au niveau de la diversité de sa composition, de manière à refléter la diversité de la population, et certainement dans des zones urbaines où la diversité, et Théo l'a démontré, est importante. Et puis, la police est aussi un acteur important, ou en tout cas dans une dimension peut-être plus conflictuelle, parce que lorsqu'il y a des comportements qui sont problématiques, qui sont illégaux, cela touche aux droits fondamentaux des personnes, aux droits fondamentaux des citoyens, et nous recevons des signalements, nous ouvrons des dossiers. Et pour illustrer les choses, vous avez peut-être suivi ou entendu parler de la condamnation la semaine passée de la bande de Megatobi et Sprotius, qui étaient des policiers qui ont eu des comportements totalement scandaleux et problématiques à l'égard de personnes en situation précaire et également des comportements homophobes. De ce point de vue-là, et ne nous cachons pas, nous avons également des dossiers que nous traitons concernant la zone de Paul Bruno, indépendamment du travail que nous faisons dans le cadre de cette recherche, et nous traitons ces dossiers comme les autres dossiers. Et donc, si nous avons, et si UNIA est connue d'abord sur cet aspect peut-être de traitement de dossiers, d'agir en justice, etc., nous avons également un gros volet préventif d'accompagnement. Et on a une longue histoire de ce point de vue-là avec les services de police. Nous avons eu pendant des années une convention avec le ministère de l'Intérieur et la police fédérale pour donner des formations. Nous regrettons que depuis 2017, cette convention ait pris fin et n'ait pas pu être renouvelée ou prolongée. Il est important de reconnaître la réalité du profilage ethnique, non pas pour dire que l'ensemble de la police est raciste et que l'ensemble des policiers sont racistes, la question n'est pas là. La question du profilage ethnique relève de mécanismes organisationnels de la structure de notre société qui font que certaines personnes sont plus systématiquement contrôlées en raison de leur profil. Alors le thème profilage ethnique renvoie à l'origine, à la couleur de la peau, et parfois on préfère parler de profilage discriminatoire parce qu'il y a parfois d'autres critères qui sont en jeu pour ce profilage, par exemple l'âge, par exemple le genre ou des caractéristiques socio-économiques où certains groupes, de ce point de vue-là, sont plus spécifiquement visés. L'objet de cette étude n'est un objet qui est d'un seul point de vue, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à regarder quels étaient les mécanismes organisationnels au sein d'une zone de police. Il est nécessaire, et je reviendrai dans les conclusions, peut-être de voir quel est l'impact au niveau des populations, chose qui n'a pas été ciblée dans le cadre de cette étude. Et donc, il s'agissait ici de pouvoir identifier les situations problèmes sur le terrain, analyser les process qui mènent à ces situations problématiques, essayer de comprendre ce qui se passe, entamer une réflexion et une auto-réflexion sur ces pratiques policières,
pour essayer, c'est ça l'idée de la recherche-action, d'améliorer les pratiques pour éviter et prévenir des profilages ethniques ou des sélectivités policières problématiques. Alors, on a bien compris qu'il y a eu un ensemble d'opportunités, de rencontres entre les différents partenaires qui ont été évoqués jusqu'ici, et tout ça sur fond d'un passé de ces différents partenaires, un passé de ces institutions qui explique que ces opportunités aient été suscitées et aient été saisies. En ce qui concerne l'INCC, on est évidemment face à un institut qui a déjà une petite histoire et une tradition de recherche appliquée qui vise à éclairer et à investiguer un certain nombre de pratiques des institutions du système d'administration de la justice pénale, des institutions de la justice et de la police, pour essayer aussi de soutenir un certain nombre de décisions qui doivent être prises dans le cadre de leurs fonctions, de leurs activités. Depuis un certain temps déjà, l'INCC s'efforçait de développer des recherches accentuant un aspect plus collaboratif. Et ici, on s'est retrouvé face à une opportunité qui a été saisie avec beaucoup de bonheur, de pouvoir non seulement développer une recherche plus collaborative, mais de carrément développer ce qu'on peut appeler être une recherche-action, dans laquelle on est peut-être face à l'archétype de la recherche collaborative, avec un travail étroit mené par l'INCC et la zone de police Paul Bruno au gré de ce travail, que ce soit dans le lancement de ce projet et dans son suivi, son aboutissement. Ça a été l'occasion, hein, je ne serai pas très long à ce niveau-là, ça a été l'occasion de mettre en œuvre un dispositif de recherche tout à fait singulier au niveau de la recherche et au niveau de l'action. Et c'est un travail qui a été progressif, c'est-à-dire que des choses ont été inscrites dans le projet initialement, mais on s'est laissé la possibilité de faire évoluer ce projet en fonction du travail de la chercheuse, en étroite collaboration, non seulement avec la direction de la zone de police, mais aussi avec les policiers de terrain. Voor eerst een waarschuwing. Wat ik u zal uitleggen is een genuanceerd verhaal. Het is opgebouwd uit lagen of radertjes en elke laag is het eigenlijk waard dat ik er veel langer bij stilsta. De analyse die ik u ga vertellen is onze analyse als wetenschappers, uiteraard, maar zoals Carole het ook al kaderde, die steunt ook op analyses en bedenkingen, vooral ook op analyses en bedenkingen van de agenten van de interventiedienst en van andere eerste lijnsdiensten van de diensten van Paul Bruno, als ook op heel wat uren observaties van hun werk. Het is belangrijk dat ik u herinner aan het geherformuleerde onderwerp, problematische praktijken of mechanismen van politieselectiviteit. Concreet betekent dat ik bij elke politietussenkomst aandacht besteedde aan de situatie waarin tussengekomen werd, wie, wat, waar en waarom, en de structuur waarop die tussenkomst en wijze waarop die tussenkomst verliep. Hoe, wanneer en wederom waarom. Hoewel ik geen structurele systematische discriminatie tegenkwam die evident problematisch waren, observeerde ik wel dat politiemensen veel vragen hebben over zin en onzin van hun tussenkomsten. Ik observeerde ook dat interventies soms niet duidelijk begrepen werden door de bevolking en ook dat er situaties en oproepen waren aan de politie die mij zeer ongemakkelijk stemden. Vandaag probeer ik de hoofdlijnen te schetsen van een weinig zichtbaar mechanisme dat complex is. Sociale fenomenen zijn dat meestal, maar dat ook problematisch is. En problematisch kan zijn qua resultaat voor de relatie tussen politie en bevolking. Zonder dat dat daarom per se tegen normen indruist en zonder dat dat daarom altijd met slechte bedoelingen gebeurt. Ik vertrek voor deze exposé vanuit een voorbeeld, om het mechanisme zo concreet mogelijk voor te stellen. Dat voorbeeld is deels geobserveerd,
Dat is zo voor 2 van de 3 mogelijke interventies. U zal zien dat ik 3 scenario's weergeef. Een van die mogelijke interventies werd in andere gevallen geobserveerd en kwam ook voort uit de discussies die rond dit voorbeeld gevoerd werden met de agenten. Dit is één specifiek voorbeeld dat ik gekozen heb, omdat het specifiek rond discriminatie gaat. Maar ook andere problemen kunnen in het kader van het mechanisme dat we blootgelegd hebben, kaderen. Het voorbeeld dan. Er komt een oproep binnen, rechtstreeks bij de zone. Een oudere dame meldt het volgende. Ik zie 3 zwarte vormen op een bank voor mijn raam. Het zijn zwarte, ze zijn vast en zeker aan het dealen. Komt u ze weghalen? Even later komt er een patrouille van het commissariaat vrij en die wordt ter plaatse gestuurd wegens verdachte handelingen, eventueel drugsdeal, op volgend adres. De verdachten zouden 3 zwarte mannen zijn. De patrouille gaat langs. En hier komen dan de verschillende scenario's. 1. De patrouille gaat langs. Ze stoppen vlak bij de auto. Ze zien dat het de buren zijn, Joseph en zijn broer Désiré, en hun overbuur Célestin. Dit zijn uiteraard geanonimiseerde namen. Een van de agenten herinnert zich de vele tussenkomsten bij Célestin wegens lawaaihinder door verbouwingen in zijn huis enkele maanden geleden. Ze vragen het adres van de melding op. Gezucht weerklinkt in de auto. Mevrouw belt regelmatig. Ze heeft het zeer moeilijk met het veranderend gezicht van de gemeente en voelt zich zeer angstig. Enige minuten zijn nu voorbij. Alles is rustig. Zonder over te gaan tot een andere vorm van tussenkomst dan observatie, met de patrouille, rien à signaler, RS. Tweede scenario. De patrouille gaat langs. Ze parkeren de auto vlakbij. Alles ziet er rustig uit, maar schijn bedriegt soms. Toch, het levendige gesprek tussen de heren op de bank ziet er niet echt uit als een deel. Een gordijntje achter een raampje wordt snel toegetrokken. De patrouilleurs vragen aan de dispatching wat er nu eigenlijk net gemeld werd. Hierop herhaalt de dispatcher de letterlijke melding en uit zijn zorg over wat er geformuleerd werd, of beter over hoe het geformuleerd werd. De agenten stappen uit en lopen naar het bank toe. Ze groeten de heren en vragen of ze in de buurt wonen. Ze wijzen op welk nummer ze wonen. En dan volgt er een gesprek over het plein, over wat de problemen zijn. In het gesprekje wordt ook gemeld dat er meldingen zijn van verdachte dingen die zouden gebeuren op het plein. En de agent vraagt hen uiteindelijk waarom ze daar nu eigenlijk zitten. En het antwoord: ah oui, madame lui tient à l'œil, pas de café pour nous cette semaine. Gegrinnik en uitingen van sympathie volgen. In de auto een nabespreking. De mannen kwamen zeer open over, ze gaven hun adressen, er waren geen elementen die rond de scène werden opgemerkt die het voor hen wenselijk maakten om tot een formele identiteitscontrole over te gaan. Derde reactie op dezelfde oproep. Een patrouille gaat langs. Ze rijden naar het bankje, ze stappen meteen op de heren af. Na een korte begroeting, bonsoir, volgt vos papiers, s'il vous plaît, eventueel. Terwijl de ene politieman de rijksregisternummer doorgeeft aan de dispatching om gecontroleerd te worden op antecedenten, signalementen of implicaties in andere dossiers, vraagt de andere hen of ze drugs consumeren of dealen. Ze ontkennen. Ze blijken alle 3 in de straat te wonen. Een van hen is gekend voor enkele feiten, erg weinig voor de wijk, zeggen de agenten mij later. Maar niets in zaken drugs. De heren worden oppervlakkig gefouilleerd, ze hebben niets op zak. Er wordt zo min mogelijk gesproken, dus de controle wordt negatief bevonden. Dan de afronding van het voorbeeld. Bij gebrek aan vastgestelde strafrechtelijke of administratieve feiten en ook geen echte formele klacht wordt er geen PV opgesteld. Wel wordt een missie genoteerd in het brigaderapport met vermelding van plaats, protagonisten en resultaat. Het kan zijn dat mogelijke drugstrafiek vermeld wordt. Wanneer deze mevrouw nu meerdere keren belt, als ook haar buurvrouw of haar echtgenoot, dan kan die melding van die mogelijke drugstrafiek op éénzelfde plein of in éénzelfde straat binnen enkele weken ervoor zorgen dat wanneer die patrouillerapporten werden herlezen, dat er een fenomeen lijkt te ontstaan van mogelijke drugstrafiek dat door verschillende mensen gemeld wordt op diezelfde plaats. En dat er dan een operatie tot stand wordt gebracht
waardoor die ertoe doel heeft om de aanwezigheid van politie te bekrachtigen en de identiteit van de mensen op het plein te repertoriëren in functie van een politionele opvolging van dit nieuwe fenomeen. Tot hier mijn uitgebreide voorbeeld. Ik zal nu terugkomen op deze verschillende elementen om zo het mechanisme eigenlijk duidelijk te maken. Eerst en vooral, alles begint hier dus met een oproep, met een missie. Dat is een eerste zeer belangrijk element dat ik vandaag wil duidelijk maken. In mijn observaties was het van in het begin heel erg duidelijk dat er heel veel oproepen binnenkomen binnen deze politiezone. En dat het de overgrote meerderheid van het werk van de patrouilleurs bestaat uit het antwoorden op die missies. Deze missies komen binnen, de oproepen komen binnen via het gewestelijk oproepcentrum, maar ook rechtstreeks via de zone. De oproepen worden geherformuleerd en in een fiche gestoken en dan doorgestuurd naar de patrouilles. De werkdruk ligt eigenlijk hoog en tijdens de interventieshifts van 12 uur, 7 tot 7 of 7 tot 7, is het eigenlijk alleen maar in alle observaties die ik gedaan heb, en vaak alleen in het holst van de nacht dat er tijd is om PV's administratief af te handelen of om echt actief op zoek te gaan naar tussenkomsten. Vandaar ook mijn voorbeeld rond een oproep. Deze oproepen zijn uiterst divers. Het toont enerzijds het zeer bereikbare en een zeer veelgevraagde politie, maar anderzijds toont het ook een politie die meer dan eens iets wat oneigenlijk gebruikt wordt. Om met halfslachtige klachten te sturen naar buren, om een beetje te tonen wie de sterkste is, om problemen te melden aan verzekeringen. Voor een hele hoop zaken wordt er politie gebeld. Dan komt de interventie. De oproep is gebeurd, de fiche is opgesteld, een patrouille is vrijgekomen en de dispatcher stuurt een patrouille ter plaatse. Een interventie is, en dat is eigenlijk zeer logisch, een interventie is eerst en vooral een interactie tussen personen. In de eerste plaats, en vaak in de enige plaats, gebaseerd op communicatie. Zoals ik hoop dat het ook dat was net een voorbeeld. Verschillende belangen en richtlijnen lopen dan in elkaar over. Er is een politionele analyse van de plaats. Waar wordt er tussen gekomen? Is dat bijvoorbeeld een plaats waar er snel sprake kan zijn van samentrokkingen? Er is aandacht voor de juridische richtlijnen en politionele prioriteiten. Zijn er bijvoorbeeld richtlijnen zoals van het parket, bijvoorbeeld in het kader van geweld tussen koppels om PV's op te stellen, of in het kader van parkeerovertredingen om tot gasgoeds over te gaan. Er wordt ook rekening gehouden met de algemene politiefilosofie van de zone en wat er gevaloriseerd wordt binnen de zone. Dit is een politiezone die zeer duidelijk meldt dat ze gericht is op de bevolking. Openbare rust zorgt vaak voor een tevreden bevolking, maar hoe die er precies uitziet is niet altijd zo evident. Het is ook duidelijk dat de bevolking soms echt liever gerechtelijke vervolging wil, iets wat de politie niet kan garanderen. En dan is er ook nog een continu bewustzijn van controle op politie, via klachten aan de interne dienst van de TP, maar zeker ook via het gefilmd worden en de angst om op YouTube te verschijnen. Belangen en richtlijnen, maar er is ook een zeer concrete know-how over hoe een interventie zo goed mogelijk afgerond wordt. En zo goed mogelijk betekent dan op een manier waarop zowel de politieman of vrouw als de bevolking een zeker gevoel van voldoening heeft binnen dat urgente kader waarin de interventie plaatsvindt. Die know-how is zeer polyvalent en is polyform, heeft vele vertakkingen. Dat zagen we ook al, hoop ik dan, in het voorbeeld. De interventie kan op een andere wijze verlopen wanneer de patrouille beschikt over kennis van de wijk, kennis van de personen, beter ziet wat belangen en motivaties kunnen zijn. Wanneer een eerste inschatting kan komen na extra informatie die door de bevolking verschaft wordt. Niet zelden wordt er met 2 of meerdere partijen, zelfs soms lange tijd, gediscuteerd. Zo wordt een situatie die gemeld wordt geanalyseerd en geobjectiveerd.
Tijdens interventies wordt ook zeer vaak informatie verschaft. Denk dan bijvoorbeeld deze tijden over wat nu eigenlijk precies de regels zijn rond physical distancing bij corona, maar ook wat de regels zijn in verband met sluitingsuren of terrassen bijvoorbeeld. Er worden personen doorverwezen naar de medische sector, naar de brandweer, naar de gemeentelijke jeugd- of bemiddelingsdiensten, gewestelijke diensten rond milieu of overlast. De vrederechter wordt vaak erbij gehaald, consumentenverenigingen die gecontacteerd kunnen worden en veel meer. Maar al deze verwijzingen vragen natuurlijk ook een concrete kennis van de patrouilleur over wat die diensten zijn, welke beschikbaar zijn en hoe die gecontacteerd worden. In een maatschappij waar vele mensen verloren lopen met sommige problemen, is de politie een altijd contacteerbare en kosteloze openbare dienst, een van de hele weinigen, die voor vele mensen het enige nummer is dat echt bereikbaar is. En dat is iets dat mij zeer erg frappeerde doorheen heel mijn observaties. Tijdens de interventies wordt ook heel vaak gearbitreerd bij conflicten. Er wordt duidelijk gemaakt wat kan, wat niet kan, maar ook hoe dat er misschien op een betere of op een andere, minder conflictuele manier met elkaar kan omgegaan worden, zodat er tijdelijk een zekere rust kan weerkomen. Dat zijn 3 manieren om tussen te komen die voornamelijk gebaseerd zijn op communicatie en kennis. Anderzijds is er ook het fysieke beheersen van een situatie, soms ook gebeurt met zo weinig mogelijk communicatie, zoals in het derde voorbeeld. Dan worden er eerder bevelen gegeven, controle uitgevoerd, mensen gefouilleerd, opgeleid of eventueel gearresteerd. Die dingen kunnen natuurlijk ook allemaal in elkaar vloeien en van het ene op het andere moment kan een interventie omslaan. Alle radartjes van die verschillende mechaniek komen samen tijdens die interventie. Wanneer een patrouilleur weet hoe hij een situatie kan analyseren, zich aangemoedigd voelt om dit te doen, ondanks de werklast van de vele missies, beslist dat het belangrijk is de nodige tijd uit te trekken om een situatie uit te klaren, weet dat hij die tijd kan nemen om door te verwijzen of te arbitreren, wanneer hij voldoende know-how heeft, inclusief kennis over de wijkende bevolking, weet dat hij op zijn collega kan rekenen, zich voldoende ondersteund weet door de zone, moest hij of zij onderwerp zijn van een klacht, ondanks het respecteren van procedures en werkfilosofie, dan kan hij misschien ook wel aandacht geven aan hoe zijn interventie overkomt bij de bevolking en hoe hij duidelijk kan maken aan de bevolking wat hij of zij doet, in welk kader en wat de bevolking kan verwachten als opvolging. Dan verloopt een interventie als een bus. Al deze elementen komen neer op het volgende. Een patrouilleur die organisationele transparantie en rechtvaardigheid, dat we wetenschappelijk organizational justice noemen, ervaart, heeft ook meer aandacht om dit door te trekken en zo ook aandacht te besteden aan de procedurele rechtvaardigheid, de procedural justice, ten opzichte van de bevolking. Het komt erop neer dat hij ervoor zorgt dat de protagonisten van de interventie via uitleg begrijpen wat er gebeurd is en hoe er is tussengekomen en waarom. Hierdoor stijgt hun kennis ook van de bevolking, van wat de politie doet, en zullen ze meer geneigd zijn om hun medewerking te verleden in een toekomstige tussenkomst. Het is een win-win voor de bevolking, maar ook voor de politie. Het systeem, het mechanisme, ontspoort soms echt. Het loopt te vlot, zoals we in het derde scenario zagen. Wanneer er te veel olie is, waardoor er een beetje druk komt op het mechanisme en sommige radertjes misschien ook een beetje anders afgesteld staat. En dan kan er een oproep tussenkomen, bijvoorbeeld eentje die discriminatorisch lijkt, en die snel, weliswaar binnen de normen, maar zonder analyse wordt afgehandeld. Omdat de agenten te weinig kennis hadden over de situatie, omdat er vele tussenkomsten rond de openbare rust en orde weinig gevaloriseerd worden, omdat er mogelijk conflicterende objectieven waargenomen werden, omdat een agent een groot gevoel van wantrouwen kan hebben wanneer hij en zijn collega-patrouilleur de stedelijke omgeving misschien nog niet zo goed kennen, wanneer hij de indruk heeft dat deze interventie mogelijk tot een klacht of het filmen kan leiden,
Om een hele race van redenen kan zo'n klacht zeer snel afgehandeld worden op een manier waarbij ik dan denk dat het maatschappelijke effect problematisch is. Een extra laag problematisch effect kan eventueel plaatsvinden via de administratieve afhandeling van de interventie. Dan heb je nog niet over de tijd die nodig is voor het opstellen van een goed PV en een gedetailleerd brigaderapport. Maar de goede en interessante opvolging, zeker ook naar valorisatie toe, die ik ook aanhaalde in het voorbeeld van via de omkadering en het nalezen van die brigaderapporten, die opkomende fenomenen te distilleren. Wanneer die klachten dan snel werden afgehandeld en ook snel met de mogelijke drugsdeal opgenomen worden in die rapporten, dan kan er dus inderdaad overgegaan worden tot operaties die oorspronkelijke klachten zeer letterlijk behandelen. En ik heb even mijn... Kortom. Onze resultaten tonen een veel complex probleem binnen een mechanisme met vele radertjes. Hier een pasklare oplossing voor vinden is niet mogelijk. Een ideale aanpak situeert zich op zeer verschillende niveaus. Helaas, 2 jaar kan een hele tijd lijken voor een onderzoek, maar het is lang niet voldoende om het hele mechanisme dat blootgelegd werd aan te pakken. Het doel van onze actie was daarom beperkt tot 1 niveau. Daar waar het machinaal afhandelen vaak effectief tegengegaan kan worden. Dat is op het niveau van de interventies zelf. Concreet was het doel van onze actie om te gaan naar het valoriseren van de polyvalentie van de interventie, inclusief dat hele grote aantal van missies die eigenlijk helemaal niet over de interventie gaan. Het bespreken en het delen van know-how en het aanmoedigen tot reflexiviteit. Dat laatste uit door het aanzetten van de patrouilleurs om na te denken door hun functie, om na te denken over de tools die ze hebben, over vormingen die interessant zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld een van de dingen die eruit kwam was de kennis van Engels. Of het duiden van ideeën tot samenwerkingen of problemen juist in die samenwerking. Intern of buiten. Zoals reeds gemeld, de methode die gebruikt werd tijdens die vergaderingen was die van de interventie. Die vergaderingen en van de intervisie. Die vergaderingen en de intervisies die namen plaats, die werden echt helemaal geïntegreerd binnen de normale diensturen, binnen de nachtdienst van de bestaande brigades. Omdat het ook de boodschap wou uitdragen dat nadenken en reflecteren over de praktijk deel uitmaakt van het werk van een patrouilleur. Na een inleving binnen de brigade werd dan over enkele weken die 3 verschillende vergaderingen gespreid. Tijdens de intervisies werd er gesproken over concrete casussen rond de relatie politie-bevolking die recent voorkwamen. Er werden trucs en astuces uitgewisseld over hoe die relatie bevorderd kan worden of beïnvloed kan worden. En tenslotte werd er ook gekeken naar wat er nog in de toekomst veranderd kon worden, hoe er kon bijgedragen worden om verder te gaan kiezen. Omdat dit deel in de interventiedienst om tijd te krijgen, het was ook een uitdaging om eigenlijk de tijd te vinden om dit eigenlijk echt te integreren in de interventiedienst en het op een zo aangenaam mogelijke manier te kaderen. Maar met een stuk taart en veel aandacht voor hun werk ging dat heel vlot. En kwamen er eigenlijk zeer rijke discussies tot stand in een zeer open sfeer, dat moet ik echt benadrukken, die ook vaak wel langer doorliepen of waarop daarna nog teruggekomen werd. Conclusie. In deze politiezone, waar ik eigenlijk uitgenodigd werd om een actieonderzoek uit te voeren rond de problematische mechanismen van politieselectiviteit, was al een hele weg afgelegd voorheen, zoals ook duidelijk gemaakt werd. Die weg is belangrijk. En doorheen het onderzoek werd er ook naar verschillende elementen verwezen
naar die weg die afgelegd werd. Vooral naar de politiefilosofie, naar de vormingen en naar de aandacht die binnen de zone aan diversiteit gegeven wordt. Deze resultaten moeten dus ook bekeken worden met ook een blik op die geschiedenis. Toch blijkt een proces van politieselectiviteit een proces dat door vele elementen gestuurd wordt en waar in deze hele fijn besnarende mechaniek soms storingen kunnen voorkomen. Aandacht voor organisationele justitie binnenin de organisatie en procedurele justitie naar de bevolking toe zijn dan ook een soort next level waarbij op meer systematische wijze ook binnen deze zone aandacht naar kan gaan om de relatie tussen bevolking en politie te verbeteren. J'entends de passer la parole à deux collègues de la police Bruxelles-Nord. En premier lieu, Alexandre Stevens, elle est inspectrice à la police Bruno, patrouilleur. Et ensuite, Frédéric Dauphin, chef de corps de la police Bruno, dont j'ai pu comprendre qu'il est à cheval entre deux mandats. Je ne dévoile pas de secret à ce propos, je crois. En premier lieu, Alexandre Stevens, à toi la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Alexandre Stevens et donc je suis... Alors, le travail de Sarah a été principalement l'observation, mais elle nous a quand même beaucoup questionné sur notre travail. Parfois, après des interventions, elle venait nous demander pourquoi vous avez fait comme ça, qu'est-ce qui aurait été mieux de faire ainsi. Elle nous demandait, entre guillemets, de comprendre ce qui s'était passé et nous lui expliquions à chaque fois. Et ce qui a toujours été très agréable avec Sarah, c'est qu'il n'y avait pas de jugement et il y avait de la compréhension. Elle a compris rapidement que ce n'est pas si simple d'effectuer ce travail, qu'il y a beaucoup de prérequis à la base et que donc il faut observer et pas juste 1 heure, mais c'est très très bien d'être resté longtemps pour voir pas mal d'autres situations qui se sont présentées à nous. Donc, ce qui m'en vient à parler de l'apport interne de l'étude que Sarah a effectuée dans notre zone de police, et je l'ai personnellement subdivisée en 3 points. Donc, il est clair que dans notre travail, l'idée c'est de faire le meilleur service possible, parce que c'est un travail, comme on l'a dit, de communication avec des personnes. Et nous sommes des personnes, mais les personnes en face de nous ont des problèmes, et c'est pour ça qu'elles nous appellent. Il est donc très rare que quelqu'un nous appelle pour nous dire que tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc nous arrivons toujours dans des situations complexes où il va falloir trouver une solution rapidement. Donc notre travail d'intervention, c'est un travail d'investigation en soi. Nous sommes appelés par le dispatching et nous devons arriver sur place et trouver la solution qui va plaire à tout le monde. Ce n'est pas du tout toujours facile. D'abord parce qu'il y a parfois des conflits d'intérêts, mais aussi parce que nous avons un délai imparti. Nous devons essayer de comprendre rapidement la personne que nous avons en face de nous pour lui rendre le meilleur service possible. Il n'est pas toujours facile de comprendre la personne que nous avons en face de nous. Une même situation avec une même infraction, le même comportement ne fonctionnera pas. Il y a des personnes qui apprécient l'empathie, il y en a d'autres qui n'aiment pas spécialement. Il y a des personnes qui ont besoin d'assertivité et d'autres qui ne l'apprécient pas non plus. Donc, en fait, on a un travail de caméléon. On doit à chaque fois s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous pour lui rendre le meilleur service possible, tout en continuant à faire respecter la loi telle qu'elle est. Et donc, malheureusement, on est parfois un policier aimé, et puis parfois on est un policier mal aimé. C'est-à-dire qu'on nous appelle et que finalement, on ne peut pas rendre le service qu'on nous demande tel qu'il a été demandé, qu'il va devoir falloir l'adapter et que tout le monde va devoir mettre de l'eau dans son vin. Ce qui ne rend pas toujours tout le monde très content. Ce qui m'en vient à parler de la justice procédurale, donc l'idée d'expliquer les interventions. C'est très important parce que de base, je vais avoir tendance à dire, quand on arrive quelque part, personne n'est content de voir la police arriver. Donc l'idée est toujours de dire, voilà pourquoi je suis ici. Sauf que ce n'est pas toujours si simple d'expliquer pourquoi on est là. Je vous donne un simple exemple, un tapage nocturne. Il est 2 heures du matin, nous arrivons au 2e étage d'un immeuble et nous toquons à la porte. Et effectivement, nous constatons un peu de bruit à l'intérieur. Et la personne est un petit peu énervée parce qu'elle fête son anniversaire et que voilà, elle essayait de faire attention, mais qu'elle fait quand même du bruit. Et elle va nous demander qui est-ce qui a appelé. Et elle est peut-être effectivement en droit de le savoir, mais il est préférable pour le voisinage de ne pas révéler l'information pour qu'il n'y ait pas ensuite des conflits ensuite. Ou alors, il y a par exemple un simple problème de tapage où on arrive et il n'y a pas spécialement beaucoup de bruit, mais c'est vrai que marcher sur le sol avec des talons à 2 heures du matin, ça dérange les gens du dessous. Donc malheureusement, on a parfois des conflits d'intérêts qui sont difficiles à résoudre
parce qu'en fait, on essaye de faire le mieux possible pour tout le monde, mais malheureusement, tout le monde n'aura pas exactement ce qu'il demande. Donc, c'est toujours très bien de justifier une intervention, mais parfois aussi, ça peut la mettre à mal, parce qu'il y a des situations où il est préférable qu'on explique la situation de façon très modérée, pour essayer de la mener à bien et pour essayer de voir jusqu'où on peut en arriver, tout en donnant des informations, mais de façon modérée, parce que sinon on va révéler des sources, on va révéler des informations qui sont nécessaires pour nous, pour peut-être des enquêtes ultérieures. Donc on ne peut pas toujours tout expliquer, même si la meilleure façon de gérer une intervention, c'est effectivement en rendant des comptes. J'en arrive quand même à donner encore un autre exemple qui montre bien que notre travail est complexe et pas toujours explicable. Entre guillemets, nous sommes appelés parce que des jeunes font du tapage dans la rue. Et c'est qu'en pleine période de confinement, on arrive et ce sont effectivement 6 jeunes qui se retrouvent à côté d'un bar, que c'est régulier, ce n'est pas la première fois, nous les connaissons, nous leur disons bonjour, nous expliquons directement que nous sommes appelés pour du tapage, que nous n'en constatons pas, mais qu'effectivement il serait préférable de se déplacer parce que les voisins se plaignent du bruit. Et eux nous expliquent, eh bien, écoutez, nous on habite dans des petits appartements, on ne peut pas rester chez nous, on ne peut pas se retrouver chez nous pour discuter, donc nous nous retrouvons ici, mais à chaque fois que nous retrouvons un endroit, on nous demande de partir. Et donc en réalité, nous, en tant que policiers, nous nous trouvons dans une situation qui est relativement ambiguë parce que nous voulons comprendre ces jeunes et nous les comprenons. C'est clair qu'avoir un petit appartement de 40 mètres carrés partagé avec 6 personnes, c'est normal que ce soit un peu étouffant, mais nous comprenons également les personnes qui habitent chez elles, qui ont besoin de dormir à 22 h et qui entendent des jeunes faire du bruit. Et ici, on a un conflit d'intérêt où, entre guillemets, si nous ne rendons pas le service aux requérants, ils vont se demander, ben, tiens, la police est arrivée sur place et n'a pas fait bouger ces individus alors que je l'ai demandé. Mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas dire à ces jeunes que nous ne comprenons pas leur situation. Et donc là, on se trouve dans une situation où il y a un conflit d'intérêt et nous serons aimés et mal aimés, entre guillemets, de manière générale, parce que nous allons essayer de faire la meilleure chose possible qui soit. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui plaît à tout le monde. Ce qui m'en vient à parler de la sélectivité policière en soi, eh bien, moi, simplement, j'expliquerai la sélectivité policière d'une façon assez simple. Nous, en tant que policiers, nous contrôlons des individus d'abord et avant tout sur base des missions du dispatching. Donc, quand nous arrivons sur place, souvent, nous sommes envoyés par notre dispatching. Donc, a priori, il n'y a pas de sélectivité de notre part, nous sommes envoyés et c'est assez simple et ça se résume à ça. Quand parfois nous procédons de la deuxième façon qui n'est pas sur base du dispatching mais sur base de proactivité, je dirais que la proactivité est elle-même orientée, est axée sur 2 critères qui sont les critères de lieux criminogènes, qui peuvent être nombreux en fonction de zones de police ou non, mais il y a quand même des lieux qu'il ne faut pas négliger et il y a quand même des lieux où il y a par exemple beaucoup de vols dans véhicules, donc il est logique d'y passer de façon assez régulière et si nous voyons quelqu'un, il est possible que nous procédions au contrôle parce que rien que le contrôler peut nous permettre de faire un rapport d'information qui pourrait permettre par la suite à des enquêteurs de créer des liens entre cette personne et d'autres faits, ou simplement il ne se passera rien et cette personne n'a rien du tout et tant mieux pour elle et ça aurait été un simple contrôle. Et a priori, nous n'arrivons pas en disant les mains en l'air, nous contrôlons la personne, bonjour monsieur, est-ce que vous avez vos documents d'identité sur vous? Merci monsieur, bonne soirée. Et donc la deuxième raison pour laquelle nous procédons à des contrôles proactifs, c'est aussi en fonction d'agissements suspects. Il y a des personnes qui, en nous voyant, se séparent, jettent des choses par terre, cachent leurs mains dans leur veste, et nous connaissons parfois certains individus qui ont eu des comportements infractionnels qui les ont menés à avoir des MAM, donc des mesures alternatives, etc. Nous les connaissons, nous savons que ce sont des endroits où ils ne doivent pas rester, des gens avec qui ils ne doivent pas être. Nous procédons également au contrôle pour ce genre de raisons. Donc, pour moi, la sélectivité policière ici s'explique comme ça. Ce qui m'en vient donc à parler de l'écoute et la considération, qui est... Donc, on a parlé des débriefings qu'on a fait avec Sarah. Donc, notre travail dans sa globalité n'est pas si simple et il est très très bon en tant que collègue de discuter des interventions qu'on a faites. Parfois, quand on a terminé l'intervention, si on connaît un minimum son collègue, on peut commencer à discuter de l'intervention en disant tiens, tu as fait ça comme ça, est-ce que c'était vraiment la meilleure façon, est-ce qu'on a été assez empathique, est-ce qu'on a bien compris ce qu'il fallait faire.
c'est très très bien de le faire. On n'a pas toujours beaucoup de temps. Pour vous donner un exemple, la nuit passée, j'ai eu 22 missions sur 12 heures. 22 missions sur 12 heures, c'est gros. On n'a pas le temps de débriefer, qu'on est déjà sur la mission suivante. Ce qui ne nous permet pas non plus de faire un grand reset mental, c'est-à-dire qu'à chaque fin de mission, ok, on s'arrête là, cette personne-ci, c'était à ce moment-là, maintenant nous allons vers la prochaine mission. Essayons de revenir à un point neutre total pour la personne chez qui nous allons. Les débriefings avec Sarah nous ont permis quand même de faire quelque chose que nous ne faisons jamais, c'est-à-dire un espèce de brainstorming général autour d'une tarte, ce qui n'était pas négligeable, c'était assez chouette. Ça a créé une ambiance de dialogue et le fait que Sarah était une personne externe qui nous a posé des questions intéressantes nous a permis, nous aussi, de nous remettre en question par rapport à notre travail, par rapport à beaucoup de choses, en fait, parce que notre travail est impliqué dans plein d'autres travails. Nous devons nous renvoyer vers d'autres services renvoient vers nous, nous avons des attentes des gens, de la hiérarchie, nous avons des attentes de la population, donc on est vraiment dans une énorme globalité dont nous devons prendre compte. Et ces débriefings, avec les questions posées par Sarah, nous ont permis aussi de voir des choses différemment, de se poser des questions, et je pense qu'un n'importe quel policier vous dira beaucoup de choses parce que c'est un travail dont on pourrait parler pendant des heures. Donc, c'était très positif. Je ne sais pas si c'est possible de le faire chaque nuit parce qu'il y avait vraiment pas tout le temps des moments. Enfin, il y avait des débriefings où on n'était pas au complet, où ça durait 30 minutes, où on n'avait pas le temps. Donc, mais c'est intéressant de le faire une fois de temps en temps, peut-être avec le chef de brigade, peut-être avec une personne externe. Pour moi, c'est encore mieux. Ça permettrait d'aller encore plus loin dans les dialogues. Si on vient donc à l'analyse par rapport à la zone de police, qui pour moi est très importante. En fait, l'analyse que Sarah a faite, nous ne savions pas à la base pourquoi elle était là. Donc, nous avons été surpris, bien sûr, et puis positivement, en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait travaillé comme on faisait d'habitude, que ça avait été observé, on avait fait beaucoup de conclusions de notre travail et que finalement, on essaie de faire de notre mieux et que cette étude a été rendue en toute objectivité, sans que nous ayons adapté notre comportement et donc peut vraiment servir pour la suite à notre zone de police, qui est pour moi une zone très complète parce que au sein de notre corps de police, nous avons vraiment une diversité grande. Je vous donnerai simplement je pourrais vous donner plein d'exemples, mais l'exemple, par exemple, chez nous, dans notre commissariat, à l'accueil, on a beaucoup de problèmes de langue ou en intervention. Il arrive souvent que nous arrivions et que nous ne sachions pas parler avec les personnes qui nous appellent. Elles parlent turc, elles parlent anglais, elles parlent bulgare, mais pas français ou néerlandais. On s'en sort. Mais parfois, juste turc, ce n'est pas un problème parce qu'à l'accueil de notre commissariat, il y a plein de gens qui parlent turc. Donc, on s'en sort toujours très bien. Il y a beaucoup de gens qui parlent arabe aussi chez nous. Donc, on a quand même une grande diversité au sein de notre corps de police et ça aide beaucoup par rapport à la population. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec mon exposé et je donne la parole à mon chef de corps. Bonjour à tous. J'ai envie de dire enfin, je vais pouvoir m'exprimer sur ce projet dans la zone de police qui vit depuis plusieurs années. Je vais le faire en travaillant autour de trois notions. D'abord, l'approche qu'on a voulu donner à ce projet, dans quoi est-ce qu'il s'intègre. Le deuxième élément, c'est la notion de changement. Et enfin, je terminerai par l'ancrage démocratique de la zone de police et de la posture, en tout cas, ou de l'engagement que la zone de police veut prendre. Je ne sais pas si mon PowerPoint. Ah, je sais pas qui doit. La technique. Non. Vous voyez qu'on est en direct, donc il faut s'adapter aux conditions du direct. Je ne sais pas si le PowerPoint. Il n'y a pas de PowerPoint, alors je vais parler comme j'en ai l'habitude. J'essaierai d'être bref, comme j'en ai l'habitude. D'abord, la première chose, les différents intervenants l'ont rappelé de manière, chacun des intervenants l'a rappelé d'une manière ou d'une autre. On ne se lance pas dans un projet comme celui-là s'il n'y a pas une histoire et une préparation avant. Le projet tel qu'il a été conçu, tel qu'il est né, tel qu'il a été créé et tel qu'il s'est déployé dans la zone de police a existé parce que nous avons un passé
depuis 2001 et que la zone s'est orientée vers ce travail de réflexion constante sur les pratiques policières, réflexion constante sur ce qu'est une organisation policière dans un État démocratique, dans une société démocratique. On l'a fait autour de la diversité, on l'a fait autour de valeurs, on l'a fait autour de différentes thématiques, mais on avait clairement un background et un passé pour pouvoir travailler là-dessus. Donc je pense que si dans les membres du webinaire, il y a des chefs de corps ou des responsables d'organisation qui nous écoutent, on ne se lance pas dans un projet comme celui-là sans avoir déjà préparé et travaillé la culture de l'organisation. Le deuxième élément, c'est que c'est une posture qui m'a beaucoup plu pendant tout ce projet-là. Je ne m'en suis quasiment pas occupé. Quand Théo est venu me parler du projet et quand on est venu me parler du projet, j'ai donné effectivement mon feu vert au projet et j'ai laissé le projet se déployer sans donner d'instructions particulières en tant que chef de corps sur son déroulement, sur comment est-ce qu'il devait se faire. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que je ne pouvais pas influencer le travail qui allait être fait, ça c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est que j'ai une grande confiance, et j'ai toujours une grande confiance dans les membres du personnel de la zone de police, sur leur capacité à accueillir des gens, sur leur capacité à expliquer en toute transparence quel est leur travail policier, et surtout leur capacité aussi à recevoir, en tout cas, une analyse sur leur travail et en pouvoir en déduire des choses. Le travail de Sarah pointe un certain nombre de choses, des choses positives, des choses négatives, des choses sur lesquelles il faut travailler. Et en tant que chef de corps, je n'avais pas besoin de donner de grandes consignes pour que Sarah puisse faire son travail en toute transparence et puisse rencontrer les policiers. Et j'avais une grande confiance sur ce qui allait en sortir parce que je pense qu'il y a beaucoup de maturité, même si nos policiers sont jeunes, mais il y a beaucoup de maturité dans le travail de l'intervention. Je pense que ça, c'était très important à le faire. Alors, quand on se lance dans un projet comme celui-là, c'est qu'on a envie de faire changer les choses, de faire évoluer les choses. Je pense que c'était, on l'a vu ces dernières semaines, le débat qui tourne autour de l'intervention policière dans l'espace public se fait parfois au travers de la palissade ou en tout cas de stéréotypes des uns sur les autres et qui ne rendent pas compte de la complexité du travail policier dans notre société. Vous avez vu ici qu'on a cité quelques exemples. La période du Covid a mis en évidence toute une série de missions paradoxales du service de police depuis le respect strict des mesures de Covid, tout en ayant des jeunes et des groupes de jeunes qui sont dans l'espace public qui n'allaient plus à l'école, ne disposaient plus de maisons de quartier, clubs de sport et associations culturelles qui n'étaient plus là, pas d'accessibilité aux espaces de jeu habituels. Et donc, vous aviez dans cet espace public ces deux acteurs qui étaient présents, avec la police devant contrôler et les jeunes, tout à fait légitimement, comme on l'a rappelé aussi, avoir cet accès à l'espace parce que leurs conditions de vie étaient difficiles. Voilà le genre de situation que les services de police, certainement services de police locales, doivent gérer au quotidien et donc adapter leurs approches. Je vous l'ai dit, on se lance dans un projet comme celui-ci parce qu'on veut faire évoluer les choses. Et Sarah nous a produit un rapport très riche qui va nous permettre de continuer le travail qu'on a entamé en 2001 dans la zone de police. L'intérêt de la recherche-action est de pouvoir et d'avoir dégagé des pistes très concrètes et très simples, en tout cas pour pouvoir continuer l'évolution que l'on souhaite dans cette zone-ci. Et donc, il va y avoir dans le futur et dans l'avenir, sur base de ce travail et de cette recherche-action qui a été faite, possibilité d'évoluer, d'ancrer, de structurer, de concrétiser ce qui a été mis en évidence par Sarah.
J'en retiens quelques-unes. Et ça, je pense que c'est important que je la rappelle. On a déjà fait dans la zone de police un gros travail sur nos valeurs, donc notre ancrage dans la société démocratique. On a fait aussi un gros travail sur le management. C'est un élément essentiel. Le management doit pouvoir porter le changement au sein de l'organisation. Je retiens du travail de Sarah la mise en évidence d'un outil qui m'a l'air tout simple, mais qui est finalement très peu utilisé au sein des services de police. C'est cette notion de débriefing et de débriefing avec les gens qui ont mené l'intervention. Je pense, sauf si je me trompe, mais c'est quand même une pratique qui est assez répandue dans d'autres métiers qui sont confrontés à des situations difficiles et à des situations complexes. C'est-à-dire on débriefe, on donne la parole et on explique. Je pense que les pompiers, par exemple, utilisent cette technique-là, mais c'est aussi une technique qui est fort utilisée dans le travail social. Quand il y a eu des cas difficiles à gérer, il y a cette notion de débriefing. Donc je retiens certainement cet outil tout simple de l'intervision et de l'échange par rapport à des expériences qui ont été connues. Alors, comme on l'a souligné, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, ça c'est clair. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on va s'empêcher d'essayer de le réaliser. On va devoir trouver une solution qui tient compte de ce rythme de travail et créer le temps disponible, ou en tout cas créer les occasions pour pouvoir permettre cette intervision. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette intervision? Parce qu'elle permet de l'implication. Je pense qu'à partir du moment où on peut parler de son expérience, échanger avec quelqu'un, on peut déjà lancer des pistes sur ce qu'on veut faire, changer, avoir une explication sur ce qu'on a fait, avoir échangé avec les autres. C'est une prise en main de sa réalité, c'est une prise en main sur son travail, et ça permet de pouvoir alors envisager son travail de manière positive, mais en tout cas créer les conditions nécessaires à des changements si c'est nécessaire, ou en tout cas à des adaptations de son attitude quand c'est nécessaire. Alors on va y travailler, mais je dirais qu'on a pris une première mesure au niveau de la zone de police, ou en tout cas une première posture au niveau de la zone de police, qui va permettre justement quelque part qu'au niveau des membres du personnel, on puisse retrouver cet échange par rapport à l'action policière que l'on mène et par rapport à cette pratique policière. Le plan zonal de sécurité avant prévoyait que les phénomènes qui faisaient l'objet de la priorité d'action de police étaient définis par l'état-major. Et donc l'état-major définissait les thèmes prioritaires sur base d'analyses statistiques fait par les analystes, et alors on travaillait sur le vol d'orbitation, on travaillait sur l'attrait des êtres humains et ainsi de suite. Pour le nouveau plan zonal de sécurité, on a ensemble changé la posture et décidé que les plans d'action seraient désormais établis, créés, développés à partir du commissariat. Commissariat qui est l'unité de première ligne, qui est l'unité multidisciplinaire de première ligne, qui est l'unité qui dispose des teams de quartier et d'un certain nombre de fonctions spécialisées, et qui est l'unité qui est la plus proche du terrain, et qui est l'unité qui permet le meilleur échange entre les membres du personnel, la hiérarchie et les différentes fonctionnalités. Et donc, on a encore insisté et on a créé ce cadre-là aussi pour que l'action, je dirais structurée, pas uniquement l'action d'intervention au quotidien par rapport aux interventions, donne en fait la possibilité aux membres du personnel de s'exprimer sur comment est-ce qu'on va travailler par rapport à des phénomènes sur le territoire. Je retiens aussi, et là Théo l'a déjà évoqué, on aura l'occasion de le présenter le 8 juillet, avec le groupe pratique policière qui rassemble la police de Malines, de Gand, d'Anvers et notre zone de police. On a aussi une proposition concrète à formuler en matière d'organisation des contrôles, de débriefing sur le contrôle. Donc cette initiative sera présentée le 8 juillet par rapport à ça. Je retiens un dernier élément de l'intervention de l'étude de Sarah, mais aussi qui me frappe au quotidien, moi, dans mes responsabilités de chef de corps, à la question de que fait la police
je préférais qu'on me pose la question, mais enfin, moi je pose la question, mais que veut-on que la police fasse? Je pense que c'est essentiel. Il y a, vous l'avez vu, les gens vous contactent, ils vous demandent d'intervenir dans l'espace public. Les autorités, qu'elles soient locales ou judiciaires ou fédérales, nous demandent aussi d'intervenir d'une certaine manière dans l'espace public. Mais est-ce que l'ensemble de ces personnes-là, je laisse peut-être les citoyens de côté, mais je dirais, je prends plutôt les autorités, puisque finalement, ces personnes-là, ces autorités savent exactement que devrait faire la police ou que doit faire la police, vers quel modèle de police on souhaite évoluer. Je pense qu'en Belgique, on avait fait un gros travail sur la police de proximité il y a plusieurs années. Je n'ai plus entendu grand-chose ces 5 dernières années de mon premier mandat sur un modèle de police de proximité, son déploiement dans l'espace public. On est revenu progressivement à une notion de police crime fighting. Et je pense que là aussi, c'est un élément qui devra être analysé au niveau des autorités pour le futur. Que veut-on que la police fasse? De la police de proximité, des partenariats, des approches multidisciplinaires qui sont les seules garanties d'un débat. Quand il y a un problème qui se passe, c'est de pouvoir en discuter avec différents partenaires et créer une solution où la police n'est pas le seul porteur de la solution, mais où la police va apporter sa contribution en matière de sécurité. Le modèle de crime fighting se centre uniquement sur des problèmes qui se posent sur un territoire et uniquement sur des questions de sécurité. Et Sarah l'a rappelé, et je pense que c'était important de le dire, le monde est extrêmement complexe, l'espace public est extrêmement complexe, et l'espace public ne se limite pas à des questions de sécurité. Donc, la gestion de l'espace public ne peut pas se limiter à l'intervention de la seule police, même si c'est un service public gratuit, accessible 24 heures sur 24. Merci. De laatste spreker vandaag is de directeur van UNIA, Patrick Charlier. Hij zal ons de meerwaarde van het onderzoek voor uw organisatie, meneer Charlier, brengen en aanbevelingen en bedenkingen voor de toekomst. Graag aan u het woord. Dank u. Avant d'arriver aux 8 conclusions, recommandations que l'on peut tirer de l'étude, je ne peux pas m'extraire de ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité et dans la société. Il y a d'ailleurs des débats parlementaires qui se passent pour le moment avec des auditions sur la question des contrôles policiers, du profilage ethnique, etc. Et je veux faire passer un message que nous disons et répétons, nous ne sommes pas les seuls, bien entendu. On a d'ailleurs été auditionnés en janvier 2019 à la Chambre des représentants avec des académiques, des organisations comme Amnesty, la Ligue des droits humains, etc. Il est important de reconnaître le profilage ethnique ou le profilage discriminatoire comme un mécanisme structurel, conscient ou non, volontaire ou non, qui correspond à une réalité et qui produit un impact concret dans la vie réelle sur celles et ceux qui en font l'objet, que ce soit en raison de l'origine, de la couleur de la peau, de l'âge, du genre, du statut social ou statut socio-économique. Et si on reste dans le déni, on ne fait que perpétuer cette réalité. Alors, comme on l'a dit, l'enquête et la recherche ne portaient pas spécifiquement sur le profilage ethnique ou discriminatoire. Ça s'est élargi et on vous a expliqué les tenants et aboutissants. Et c'est ainsi que nous avons voulu apporter notre analyse et quelles sont les recommandations que nous en tirons. Jullie zullen zien, horen, we zullen spreken over transparantie, rechtvaardigheid, begrip, communicatie. Dat zijn de hoofdzakelijke aanbevelingen dat we kunnen trekken, de lessen dat we kunnen trekken vanuit deze actieonderzoek. Eerste, het klechtenbeheersysteem verbeteren zodat de politieprocedure rechtvaardig kunnen verlopen. Het actieonderzoek maakt duidelijk hoe complex de taak van de patrouillerende agenten is. Ze staan onder zware druk, waarbij vooral tijdsdruk een belangrijke rol speelt. Daarom kijken we in eerste instantie naar de werking van de zonale dispatching. Voor niet-specifiek politietaken of taken die door anderen kunnen worden uitgevoerd,
moet de mogelijkheid bestaan om andere actoren in te schakelen. Klachten moeten ook worden ingedeeld volgens urgentie en aard. Wanneer de verzoeken openlijk discriminerend zijn, moeten die kunnen worden uitgesteld of eventueel wel worden afgewezen. Naast het filteren van klachten moet ook informatie worden verzameld over de personen die een klacht indienen, waar de tussenkomst moet gebeuren en zo. Die info kan dan aan de agenten op het terrein worden doorgegeven, zodat die op de hoogte zijn van de aard van de klacht of al er eerder gelijkaardige klachten waren. Door een optimalisatie van de klachtenbehandeling kan de politie concreet tijd besparen om beter zicht te krijgen op optreden, om in dialoog te kunnen gaan, om zaken uit te leggen en te rechtvaardigen en op de opeenvolging van de politieoptredens vlotter te laten verlopen. Deuxièmement, UNIA est un partenaire de la police, je l'ai expliqué en introduction, depuis de nombreuses années, et nous défendons une approche orientée communauté. Celle-ci fait l'objet de résistance, et nous avons entendu ce que Frédéric Dauphin disait sur l'évolution récente. Et pour nous, il faut questionner ces résistances, certainement parce qu'elles impliquent de revisiter les modes de management. UNIA encourage un dialogue significatif, structuré et efficace entre la police et les groupes minoritaires, le milieu associatif, les services de police. La police doit donc accepter d'expliquer, de justifier ses actes, et pas tellement pour se défendre contre des attaques, mais pour expliquer et emporter l'adhésion du plus grand nombre. Ten derde, tijdens de politieopleiding werk maken van de professionele vaardigheden waarbij de procedurele rechtvaardigheid centraal staat. Eerst, tijdens de basisopleiding moet aan de contextuele communicatievaardigheden worden gewerkt. Deze competenties zijn nuttig bij heel veel facetten van het politiewerk. Het in stand brengen en houden van een goede band met burgers is immers een onderdeel van de dagelijkse politietaken. Deze vaardigheden komen in heel wat modules van opleiding aan bod en moeten in een gemeenschapsgerichte benadering kaderen. De huidige opleiding bereidt de aspiranten onvoldoende voor hun toekomstige taken in een context van maatschappelijke verandering. De omstandigheden waarin de politie haar werk moet verrichten zijn de afgelopen jaren ingrijpend veranderd, net als de verwachtingen van de burgers. Maar ook, bijscholingen betreft, heeft de onderzoeksmethode met het installeren van intervisiesessie, die in het kader van de actieonderzoek werd getest, haar nut en haar kwaliteit bewezen. Door praktijkervaringen met collega's uit te wisselen en te analyseren, kunnen de goede praktijkvoorbeelden verzamelen. Het intervisiesysteem is relevant omdat de interpretatieruimte van agenten bij controles in vraag stelt en hen ook aanzet over hun praktijken na te denken. Dergelijke denkoefeningen zijn een van de hulpmiddelen om discriminerende praktijk terug te dringen. De hiërarchie moet dit soort initiatief ondersteunen en ze in haar organisatiebeleid integreren. Ten vierde, het fenomeen van selectiviteit en discriminerende profilering documenteren. We adviseren om samenwerkingsprojecten rond discriminerende profilering op te zetten. Het actieonderzoek trekt een aantal te onderzoeken vraagstukken aan. Bijvoorbeeld de impact van dit project op de leefwereld van de bevolking in de politiezone Paul Bruno. Ik heb gezegd dat we hebben hier de aandacht gevestigd op de politie zelf en niet op de burger. En we denken dat is een tweede deel die belangrijk is om verder te gaan. Welk is de concrete impact van deze actieonderzoek ten aanzien van de populatie?
Het verband tussen selectief politiepraktijken en personen die hier illegaal verblijven en die bij een controle van migranten worden aangehouden. Eenzelfde actieonderzoek, maar met een ander onderzoekgroep dan de politieambtenaren die in de politiezone patrouilleren. Vergelijken onderzoek over intervenerende patrouille in andere politiezones die op een andere manier worden gemanaged en andere tools voor informatiebeheer gebruiken dan in de politiezone Paul Bruno. We denken hierbij aan de politiezone waar er al meldingen en soms veel meldingen over discrimineren, profilering waren. En een analyse van de toezicht op de politiecontrole, zoals nu al in Groot-Brittannië gebeurt, om een cijfersmatig beeld van het fenomeen te krijgen. Op basis van die mapping kan een strategische analyse van de politiezone in kwestie worden gemaakt. Cinquièmement, il est nécessaire de repenser la relation entre les policiers et les services de contrôle interne, voire le comité P. La perception que les policiers ont du contrôle interne impacte parfois négativement les pratiques sur le terrain. Or, il y a un équilibre à trouver entre, d'une part, le contrôle des actes posés, le respect des procédures, et d'autre part, l'analyse et le pragmatisme des policiers confrontés à des situations problématiques très concrètes. Les services de contrôle interne devraient pouvoir être associés à la réflexion sur les pratiques policières dans un contexte sociétal en évolution permanente. Cela oblige l'organisation policière à se repenser et les policiers à remettre leur métier sur le canevas. Le contrôle permet de sanctionner, mais doit aussi être conçu comme un mécanisme d'accompagnement et d'amélioration des pratiques dans un contexte en perpétuelle évolution. Sixièmement, garantir la transparence des actions policières pour fabriquer de la confiance police-population. On l'a déjà expliqué, d'expliquer le comment et le pourquoi des interventions et de pouvoir éventuellement rendre compte des interventions. Mais la transparence est importante aussi pour les policiers eux-mêmes qui agissent. Ils doivent comprendre le comment et le pourquoi de leur intervention, donner du sens à ce qu'ils font. La population doit aussi pouvoir comprendre le comment et le pourquoi des interventions. Et il y a des expériences aujourd'hui qui sont mises en place pour travailler sur cette transparence, notamment avec la mise en place de manière expérimentale de bodycam ou éventuellement de délivrance de formulaires ou de différents types de handlingskalen. 7. De verplichting om controle te motiveren opnemen in de wet op het politieambt. Er is vandaag geen enkel wettelijk kader dat de burger duidelijk maakt waarom hij in controle ondergaat. Dit manco verklaart voor één deel het onbegrip tussen agenten en burgers. Controle maken immers geen deel van de dagelijks leefwereld van de burger, in tegenstelling tot die van die agenten. UNIA pleit voor de invoering van een schriftelijke bevestiging die verwijst naar artikel 34 van de wet op de politieambt, waarin duidelijk vermeld staat onder welke omstandigheden een politieambtenaar op eigen initiatief tot een controle mag overgaan. De bevestiging moet ook de gegevens bevatten van de diensten voor intern toezicht waarmee de persoon eventueel contact kan opnemen. Naast deze procedure over toegang tot informatie lijkt het essentieel om de toegang tot en de follow-up van de klachtenprocedure te verbeteren bij de afwijkende praktijk en of misbruiken door de politie. Ook een tweede comité tegen foltering formuleert diezelfde aanbevelingen. Het bevestigt nogmaals dat elke burger het recht heeft om ordendienst om rekenschap te vragen. Et enfin, dernière recommandation, mais probablement pas la moindre. Il s'agit de sanctionner les abus.
La hiérarchie et la position de la hiérarchie est en ce sens essentielle. Il faut une position claire, tant en interne et en externe, sur le refus de toute complaisance par rapport aux abus ou aux comportements discriminatoires ou problématiques. Elle doit être claire sur les procédures à engager à l'encontre de tout policier qui commettrait ce type d'acte répréhensible, mais elle doit également protéger les membres du corps policier qui se révéleraient eux-mêmes victimes de comportements répréhensibles ou discriminatoires. Le premier aspect est difficilement envisageable sans le second et inversement. Ce sont les conclusions que nous tirons de la lecture de cette recherche et on en arrive bientôt à la conclusion et j'en profite. Et il me revient d'adresser ici, au nom d'UNIA, des remerciements. D'abord et avant tout à la zone de police elle-même qui s'est montrée ouverte, et on l'a vu, on l'a entendu, et cela a été souligné, à avoir ce regard externe, à travailler avec l'INCC, avec Sarah, à travailler avec UNIA, et que l'ensemble des policiers et des agents, mais aussi de la hiérarchie qui se sont engagés là-dedans, doivent être remerciés pour cet engagement. Moi, je pense très sincèrement qu'on est dans un contexte, quand on voit un peu d'où vient la police belge, où on peut d'une certaine manière penser qu'elle est un petit peu victime de son succès. C'est-à-dire qu'on peut lui demander beaucoup de choses et elle a sans doute plus de ressources qu'il y a 30 ou 40 ans pour absorber ces demandes qui lui sont adressées. Mais on est véritablement, et je pense que le contexte international n'a fait que souligner ça, on est dans une situation où il faut aussi en retour accepter que ce n'est pas tout d'avoir une police professionnelle, il faut savoir ce qu'on veut lui faire faire et savoir que ce n'est pas simplement une responsabilité qui incombe à des professionnels, quelle que soit la manière dont on définit cette professionnalité. La police, heureusement, n'est pas simplement un instrument, je pense que c'est un des éléments qui ressort de la recherche aussi, c'est que confronté parfois à des demandes qui, à mon sens, et là je sors de ma réserve quelque part, qui, à mon sens, ne sont pas des demandes légitimes, mais ça fait partie d'un débat sociétal. Heureusement, les policiers sont parfois en mesure de pouvoir tempérer cette demande, mais pas toujours et pas toujours suffisamment. Ça fait partie des enjeux qui ont été soulevés aujourd'hui. Donc voilà, moi je trouve que c'est sans doute une bonne manière de se quitter en se disant qu'il faut remettre la balle au centre, et le centre, il n'est pas au sein d'un état-major policier, il est dans un environnement beaucoup plus ouvert, avec beaucoup plus de gens autour de la table, qui doivent aussi pouvoir dire à un moment, il ne faut pas répondre à n'importe quoi, le service au client, c'est bien jusqu'à un certain point, mais il faut aussi pouvoir dire à un moment, ceci n'est pas une demande qui doit être légitimement, et qui peut légitimement être adressée à la police.